1er novembre 2019, ce jour est consacré à la fête de tous les saints, saints que vous êtes, saintes que je suis. Mesdames, Messieurs, merci de rester toujours fidèles au programme de Bénin Business 24. C'est l'heure du grand rendez-vous. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bonne fête à vous, chers amis téléspectateurs. Au sommaire de cette émission, 4 rubriques. Nature et bien-être nous parle de la gestion des terres. Voilà, quelles pratiques éviter pour ne pas dégrader nos terres. Eh bien, Banabé Ronkanrin, agropédologue, géographe, va nous édifier tout à l'heure sur la question. Nous avons aussi dit à l'entame de cette émission que le 1er novembre est réservé pour la célébration des saints et juste après les saints, les défunts sont à l'honneur le 2 novembre. Ce soir, avec l'expert, nous allons voir au-delà du caractère religieux de ces deux fêtes, ce qu'elles représentent au plan socio-économique. Ce sera avec Florentine Méré. Elle est socio-anthropologue. Fulgencia Rontondi, toujours dans le dynamisme de nous rendre plus beaux et plus belles, va nous montrer comment redonner vie à notre corps. En tout cas, très intéressant pour nous qui vieillissons. Eh bien, l'utilité des soins corporels, ce sera avec Malik Djodji. Il est esthéticien. Et pour finir cette émission dans l'horizon culture, il sera question de savoir ce qu'on retient de tous ces projets de conservation des lieux et vestiges historiques. Patrick Efibolé, spécialiste du patrimoine culturel, est l'invité de Jennifer Sachivi. Si vous voulez en savoir davantage, restez avec nous. On installe le tout premier plateau du grand rendez-vous Nature et bien-être. Oui, nos terres ont des valeurs tant sur le plan productif que sur le plan ressources naturelles, des valeurs à conserver à tout prix. Gestion durable de la terre, les pratiques à éviter. Nous allons en parler après ce reportage de William Choki. La Terre, c'est 193 États pour plus de 7 milliards d'habitants. Mieux, plus de 7 milliards de bouches à nourrir. Elle nous donne tout. De quoi manger, de quoi se loger, quoi s'éduquer et même de quoi s'instruire. Cette terre généreuse reçoit en retour de la part des humains que nous sommes des actes d'ingratitude, des comportements de nuisance à sa survie, l'utilisation à foison des pesticides. Il représenterait un marché de plus de 2 milliards d'euros. Nous avons droit à un environnement sain. Dans mon pays, on dit nous avons le droit, chaque citoyen béninois a le droit de défendre l'environnement et l'État a l'obligation de l'accompagner. C'est pour ça que nous sommes déterminés. Nous sommes sûrs que ce que nous disons, nous accompagnons les systèmes politiques à savoir qu'aucun développement ne peut se construire sans l'homme, qui est l'élément central. Ces produits de synthèse permettent d'améliorer la productivité agricole, mais ce sont des véritables cocktails chimiques dont on ne connaît pas toujours les conséquences à long terme pour l'homme et pour la nature. Les études ont été faites en France où on a montré le lien qui existe entre les pesticides chimiques et la baisse de la fertilité masculine. Mais chez nous, ici au Bénin, nous n'avons pas de chiffres. Il n'y a pas d'études de fait. Le pesticide est vendu comme du tsunami. On vient chercher le vert, on vient chercher demi-vert, on vient chercher quart, on vient chercher huitième, et ça se vend partout dans les marchés. C'est un crime, on ne peut pas supporter ça. Les plus utilisés aujourd'hui sont les fongicides pour tuer les champignons, les herbicides pour anéantir les mauvaises herbes, puis les insecticides.
Comment produire et couvrir tous les besoins alimentaires des hommes sur Terre avec zéro utilisation d'engrais chimiques? La question est toute posée, mais la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain y croit dur comme fer. Et lorsqu'on fait l'agroécologie, justement, on privilégie un mode de production qui est ami de la nature. Et donc, pour nous, nous devons produire avec zéro pesticide de synthèse, avec zéro fertilisant de synthèse. Retourner au mode endogène de production agricole, c'est ce qui est demandé. Des méthodes respectueuses de l'environnement pour tenter d'apaiser la colère de la nature. Merci à vous, William Tchoki, pour ce reportage. Eh bien, je retrouve sur ce plateau notre invité. Bonsoir, docteur Barnabé Onkaring. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Toujours très bien. On vous a manqué? Un peu, oui. Un peu, oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avec vous, sur ce plateau, j'ai Cécile Roundé. Cécile, bonsoir. Bonsoir à vous, Marcel Betoro. C'est pas grave, je comprends. Merci désormais de rester avec nous, bien d'être avec nous pour la rubrique environnement. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ce soir, nous allons parler de la gestion durable des terres, les pratiques à éviter. C'est pour ça que nous sommes, comme le présentier, nous sommes avec le docteur Barnabé Onkaring. Et tout de suite, je vais demander au docteur, dans l'élément témoin, il y a des environnementalistes qui sont contre l'utilisation des pesticides. Dites-nous, en quoi les pesticides peuvent nuire à nos terres? Vous savez, bonjour Cécile. Bonjour. Les pesticides, c'est des substances qu'on utilise pour détruire les organismes qu'on considère comme nuisibles. Et dans l'élément témoin, vous avez suivi, c'est pour détruire, par exemple, les insectes, les ravageurs, les champignons et les adventistes. Mais lorsque vous utilisez des pesticides sur un espace, vous n'êtes pas sûr de contrôler jusqu'où l'action ira. Or, nous sommes de plus en plus conscients de ce que notre environnement est menacé. Notre planète est menacée. Si nous voulons continuer à vivre, nous devons adopter des pratiques qui conservent l'environnement. L'utilisation des pesticides en général détruit notre environnement et risque de compromettre notre avenir. Et si nous voulons nous mettre dans le concept de développement durable, nous devons sortir de l'utilisation abusive des pesticides et aller vers des manières qui protègent notre environnement. Il n'y a pas que ça. Vous avez bien d'autres pratiques également qui nuisent à notre environnement et qui dégradent nos terres pour coller à ce que vous êtes en train de vouloir défendre ce soir. Eh bien, moi, je suis curieuse de savoir, et ces pesticides contiennent quoi et qui sont nuisibles à la terre? Non, si vous me demandez ce que ça contient, je ne suis pas chimiste pour vous dire la composition chimique des pesticides, mais la remarque en tant que géographe, c'est que l'utilisation de ces pesticides détruit l'environnement. Lorsque vous l'utilisez pour détruire ce que vous appelez adventiste, vous savez, il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est parce que nous ne connaissons pas l'utilité de l'espèce que nous la considérons comme mauvaise. Parce qu'en voulant la tuer, pour nous, c'est une mauvaise herbe. Mais en réalité, chaque espèce végétale qui vit a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Vous ne voulez pas qu'on utilise des pesticides, des engrais chimiques. C'est vrai qu'on a longtemps fait la promotion du bio, mais qu'est-ce qu'on met réellement dans le bio? Parce qu'il y a tellement de choses maintenant qu'on ne sait plus quoi utiliser. Est-ce que le mauvais choix de ce qu'il faut utiliser aussi ne constitue pas un autre problème? Non, vous voyez, le monde, vous savez, depuis 1932, il y a un auteur qui a dit que l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids de son progrès et qu'elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de savoir si elle veut continuer à vivre. Si nous voulons continuer à vivre, les pratiques que nous avions développées, qui nous permettent de dire nous avons le progrès, nous sommes en train d'utiliser la nouvelle technologie, nous devons prendre conscience de cela. C'est pour ça que depuis 1992, à la conférence de Rio de Janeiro, il a été décidé que les nations se unissent pour lutter, pour freiner tout ce que nous faisons et qui a d'impact sur notre environnement en général. Donc,
Nous savons que ça a été fait, oui, mais ce n'est pas parce que c'est fait qu'il faut l'utiliser. Si nous avons pris conscience aujourd'hui que ce que nous faisons a des impacts négatifs sur notre bien-être, parce que notre bien-être dépend de notre environnement, il faut cesser et changer de paradigme. Okay, nous allons rappeler ces pratiques-là à nos téléspectateurs. Quelles sont les pratiques qui dégradent notre environnement? L'agriculture est le premier facteur qui dégrade l'environnement et qui contribue plus à l'émission des gaz à effet de serre, les gaz qui sont responsables du réchauffement de la planète. Et lorsque la planète se réchauffe, c'est l'environnement encore qui prend un coup. Et si l'environnement prend un coup, nous qui sommes des humains qui vivons sur notre environnement, sur cet environnement, nous allons aussi en pâtir. Si l'agriculture dégrade les terres, ça veut dire qu'il ne faut pas cesser de... il faut plus continuer à cultiver. Est-ce qu'on va va ranger les agriculteurs, les producteurs d'un côté pour préserver nos terres? Non, on ne va jamais faire ça. Parce que notre économie est basée sur l'agriculture. Mais nous sommes obligés désormais d'aller vers une agriculture qui protège l'environnement. Une agriculture respectueuse de notre environnement. Nous sommes habitués à des pratiques on coupe systématiquement toutes les espèces végétales dans nos champs. Parce que nous estimons que l'ombrage crée des problèmes aux spéculations que nous mettons en terre. Mais c'est sans savoir que c'est grâce à ça que nous avons peut-être la pluie. La photosynthèse, c'est un phénomène par lequel les plantes reçoivent le CO2 et nous donnent de l'oxygène. Et tout cela entre dans le cycle de l'eau pour que nous ayons de l'eau. Donc, notre agriculture est une agriculture qui utilise de l'espace. Notre agriculture est une agriculture qui utilise des engrais chimiques. Notre agriculture est une agriculture itinérante sur brûlis. Nous avons des pratiques de retournement du sol, nous avons des pratiques de feu, de brousse. Toutes ces pratiques dégradent notre sol. Justement, au-delà des pratiques, quand je prends par exemple le cas des changements climatiques, je pense que le 6 février 2019, le Bénin a signé quand même un accord par rapport à un plan d'action pour préserver la terre dans ce sens. Au niveau des changements climatiques, je me rappelle. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour quand même régulariser les difficultés ou bien les obstacles que pose le changement climatique? Parce que c'est un vrai facteur de dégradation des terres. Vous savez, nous nous sommes rangés dans le Conseil des Nations. Le Bénin est l'un des pays aujourd'hui qui respecte les normes en matière d'émission des gaz à effet de serre. Et c'est pour cela que nous bénéficions d'ailleurs des fonds verts pour l'environnement, de divers fonds, je vais dire, pour protéger notre environnement. Le Bénin fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Ce qui reste à faire, les secteurs les plus émetteurs des gaz à effet de serre, ce sont ces secteurs qu'il faut attaquer et trouver des solutions. Par exemple, quel genre de secteur? L'agriculture est le premier secteur qui émet plus de gaz à effet de serre. Et pour l'éviter, il faut conscientiser nos agriculteurs. Il faut discuter avec eux. Il faut leur montrer les dégâts que nous créons à notre environnement en coupant de façon systématique toutes les espèces végétales que nous avons dans les champs. Vous voyez, quand vous prenez le Bénin, le nord Bénin, nous avons beaucoup d'espaces agricoles. Et la culture dominante, bien la spéculation dominante dans cette partie de notre pays, c'est le coton. Le coton n'aime pas l'ombrage. Et lorsque nous sommes dans la promotion de la filière coton, nous devons en même temps réfléchir à quelles solutions trouver pour que, en même temps que nous faisons la culture du coton, que nous puissions préserver réellement notre environnement et préserver les espèces végétales qui sont dans nos champs. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Comment est-ce qu'il faut amener les paysans à préserver les espèces végétales ou bien à installer des raies comme des clôtures pour que notre environnement se porte bien, pour le bien de ce que nous faisons. Parce que si nous produisons, il faut que nous soyons en vie pour bénéficier de ce que nous avons produit. Tout à fait. Docteur Badamé, dites-nous, les solutions sont disponibles. Selon vous, comment faire pour faire respecter ces règles aux paysans et aux populations? Ça va être à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement les paysans. Il n'y a pas que les paysans qui produisent. Surtout que les paysans en souffrent plus. Parce qu'on m'a appelé tout à l'heure pour dire, viens voir au niveau de Ruiho, comment est-ce que les produits maraîchers sont dans l'eau. Donc, ce n'est pas que les paysans, mais ça va être à tous les niveaux. Vous savez, nous avons l'habitude d'utiliser les engrais chimiques. Et quand vous prenez les engrais chimiques,
vous les utilisez, vous ne voyez pas les impacts négatifs que cela peut avoir sur nos sols. Et l'autre chose qu'on peut encore creuser, c'est que les engrais que nous utilisons, est-ce de ça nos sols ont réellement besoin? Parce qu'au Bénin, l'engrais le plus répandu, c'est le NPK. Tous nos sols n'ont pas besoin d'azote, tous nos sols n'ont pas besoin de potassium, ni de phosphore. Il y en a qui en ont déjà en excès, mais c'est ça qu'on leur apporte encore. Et ça participe à la dégradation de nos sols. De toutes les façons, je pense que Cécile Ngoundé, il y a beaucoup de choses à éviter pour quand même préserver nos terres, une gestion durable. On pourra en parler en 15 après minutes. nous, il y aura d'autres générations. Bien sûr, et nous devons laisser une terre habitable à la postérité. Je pense que le docteur est d'accord avec nous. Non, c'est un débat qu'on je ne ne peut peux pas pas être contre vous. En réalité, il faut seulement promouvoir une agriculture qui respecte l'environnement. Okay. Une agriculture qui respecte l'environnement, c'est une agriculture qui ne se met pas dans l'abattage systématique de toutes les espèces végétales que nous avons sur et les pratiques endogènes aussi tout à l'heure. Cécile Ngoundé, merci beaucoup. Je ne vous coupe pas. Je suis sûre que vous allez revenir lundi. Il y a encore Nature et Bien-être pour expliquer davantage aux téléspectateurs comment est-ce qu'il faut promouvoir les pratiques saines pour quand même gérer de façon durable nos terres. C'est bien ça. Merci quand même à vous, Barnabé Rounkari. Je rappelle que vous êtes géographe, pédologue. C'est bien ça. Et avec vous, nous avons étudié un peu les contours de la question sur la gestion durable de nos terres. Eh bien, amis téléspectateurs, le grand rendez-vous se poursuit. Le deuxième plateau va s'installer. C'est bien sûr Horizon Culture. Lieu de mémoire au Bénin, conservation et valorisation. Jennifer Sachivi et son invité nous en diront plus tout de suite après ce reportage. Ces inscriptions dans des murs en terre battue sont l'œuvre des hommes à queue, des personnages ayant habité autrefois dans ces grottes situées dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, nous sommes à Porte-Novo, où de vieilles bâtisses architecturales rappellent le passage des colons. Ces différents personnages et bien d'autres font partie intégrante de l'histoire du Bénin. Ils demeurent inoubliables à travers des vestiges présents du nord au sud. J'ai l'habitude de dire que dans nos traditions africaines, on n'oublie jamais ceux qui sont partis. On dit toujours que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire tournera toujours à l'avantage du chasseur. Maintenant, nous avons des Africains qui sont des chercheurs de haut niveau. Nous avons des Afro-descendants qui sont des chercheurs de haut niveau. Et nous avons les vraies interprétations, les vrais chiffres. Plusieurs démarches effectuées donc afin de permettre aux Béninois et aux Africains de mieux s'identifier. Tout ceci est toutefois freiné par des difficultés qui empêchent un bon déroulement des travaux. Le problème que nous avons et sur lequel nous voulons nous pencher, c'est qu'il y a souvent des difficultés à rédiger les dossiers. Il faut que nous puissions voir comment entre nous, toutes ces personnes qui travaillent autour du patrimoine, que nous puissions voir comment aborder ces dossiers-là pour que nous ayons plus de sites patrimoniaux inscrits. Inscrire et mieux mettre en valeur nos vestiges et sites historiques constitue une importante avancée en ce qui concerne la promotion du tourisme, ce qui contribue au développement économique. Valoriser les lieux de mémoire et trouver des stratégies pour en tirer plus de bénéfices. Une question qui nous interpelle tous. Bonsoir Jennifer Sachivi. Bonsoir Marcel Guetaro. Toujours avec un joli sourire. Merci, c'est comme vous. Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle saison du Grand Rendez-vous. Je suis sûre que les téléspectateurs aussi seront contents de vous retrouver. En tout cas, ils nous ont beaucoup manqué. Alors, je vous laisse le plateau. Le soin de présenter votre invité. Voilà, vous avez si bien fait l'introduction. Il s'agit des lieux de mémoire que certaines personnes appellent les lieux vestiges. C'est tous ces sites qui ont une histoire liée à notre pays. Donc, pour en parler, nous allons parler de la mise en valeur, de la conservation et de tout ce que ça peut nous apporter avec M. Patrick Efibolet. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes muséologue, mais vous êtes aussi enseignant de l'histoire de l'art. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dites-nous un peu ce que vous inspire ces lieux de mémoire, déjà, pour commencer. Les lieux de mémoire, c'est les témoins de l'histoire, de toute l'histoire, l'histoire du Bénin, l'histoire du monde, l'histoire euro-africaine en Afrique comme en dehors de l'Afrique. D'accord. Donc, il y a assez de démarches, donc on se dit qu'il est important de les conserver et de les mettre en valeur. Oui, mais il faut dire d'abord que quand on parle de lieu de mémoire, c'est la mémoire de qui? Qui a intérêt à ce que la mémoire dont le lieu est le témoin soit préservée? Et c'est ça la grande question. Oui, on se dit tout de suite, c'est les principaux concernés, peut-être les Africains, leurs descendants et tout ça. Quand il s'agit de lieux liés à la déportation. C'est ça. Mais à part la déportation, il y a d'autres lieux de mémoire. Je vais citer un exemple, par exemple, un monument qui est érigé, un tout petit monument évidemment, érigé à côté des palais royaux d'Abomey, à côté du musée. C'est un monument qui rappelle l'implication d'Allemands et de Belges ayant combattu aux côtés du roi Béhanzin contre l'armée française. Et en souvenir de cette histoire, de cette mémoire-là, je crois l'ambassade de France l'ambassade d'Allemagne, je veux dire, a aidé à ériger ce monument, parce que c'est un fait de l'histoire, fait établi. Mais il se fait aujourd'hui, par exemple, il y a 2 ans, quand on avait voulu célébrer les 58 ans d'anniversaire de l'indépendance du Bénin, on a commis un photographe belge pour photographier les lieux de mémoire à travers le Bénin, du nord au sud. Et il s'est fait que ce monsieur-là a banalisé ce monument. C'est vrai qu'il est petit, mais il a inscrit sur le monument en français, en fond et en allemand, que c'est un monument érigé en souvenir de ces personnes-là, étrangères à Abomey, qui sont morts du côté de l'armée d'Abomey. Mais ce monsieur a dit simplement que c'est un simple monument. Mais quel intérêt il a dit en tant que Belge, a dit que ce monument n'est pas, à ne pas le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus l'Europe du 19e siècle, c'est une Europe qui se construit. L'Union européenne est en train de se construire. Là, on circule aujourd'hui de l'Espagne au Portugal, en passant par le Pays-Bas au Danemark. Ils n'ont plus intérêt à ce que l'on rappelle qu'il y a à peine 100 et quelques ans, ils se battaient entre eux. Est-ce qu'on peut faire un petit calcul? Au total, au Bénin, on a combien de lieux de mémoire? Je ne peux pas vous dire, mais il y a un inventaire qu'on peut faire. Mais puisque les mémoires sont d'importance variée, on peut les classer peut-être par catégorie. Des lieux à intérêt national et d'autres lieux à intérêt locaux. Donc, quand on voudra mettre en place une stratégie de conservation et de mise en valeur, il y aura certains qui vont dépendre du cadre national de développement dans la stratégie nationale et d'autres qui vont dépendre de la stratégie locale ou des communes, par exemple. Donc, une classification devra se faire en ce qui concerne la conservation. Oui, mais tout à l'heure, vous évoquiez ce geste-là qui a failli effacer une mémoire, je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Est-ce qu'il faut sensibiliser, apporter des informations? Quel genre de travail vous pensez qu'on peut faire pour éviter ça? Il faut sensibiliser, mais il faut que ce soit les Béninois qui le fassent. Pas les étrangers. Même si on invite un étranger, que ce soit sous le contrôle d'un Béninois. Parce que je vous dis, ce monument, c'est écrit en fond, en français et en allemand. Et cet Européen parle les 2 langues, ou est censé parler au moins une d'entre elles. Et il décide Donc vous estimez qu'il a fait exprès? Il a fait exprès, puisque les mémoires sont conflictuelles. Marcel, on a l'impression qu'il y a une sorte de conflit. Moi, je voulais même savoir, entre lieu de mémoire et patrimoine, c'est la même chose? Ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut les assimiler
l'un à l'autre, oui. Ça peut créer des frustrations. Voilà, donc justement, je vais vous demander aussi, qu'est-ce que les lieux de mémoire ont de plus? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus que le patrimoine en général, les vestiges en général? Le lieu de mémoire, c'est un lieu, c'est un espace. Mais quand on parle de patrimoine, il peut être un lieu, il peut être aussi un objet. Tout à l'heure, dans l'émission, vous avez montré un trône ou un symbole de Glélé. Oui. Ça, c'est des objets. C'est des objets qui symbolisent, qui sont les témoins aussi de l'histoire, comme le lieu peut être le témoin de la même histoire. D'accord. Par exemple, la porte du non-retour. C'est un lieu de mémoire. Ok, d'accord. Mais il n'est pas déplaçable, évidemment. Ok, d'accord. Bon. Okay. Donc, vous parliez également de la conservation. On va certainement pas parler de conservation sans la valorisation. Comment cela peut se faire? La conservation, après un inventaire bien fait, il faut évidemment connaître la composition des éléments à conserver, parce que un élément en ciment ne se conserve pas de la même manière qu'un élément en fer ou en bronze, ainsi de suite. Vous voyez la place des martyrs, les sculptures sont en train de verdir. Il faut évidemment les rénover, une peinture ou quelque chose pour leur donner tout leur éclat. Et c'est ça qui fait que ça peut durer, que le monument peut durer dans le temps. D'accord. Justement, c'est une question importante. Il faut les conserver pour qu'ils ne perdent pas de leur attrait. Mais est-ce qu'en faisant ça, on ne dénature pas le site, le lieu? Non. Ceux qui sont experts dans la conservation savent comment le conserver. C'est ce que je voulais juste demander. Comment on conserve ces lieux de mémoire? Comment aujourd'hui on peut conserver? Parce que si on a la place de souvenir, par exemple, c'est parce qu'on a su conserver la porte du non-retour également. Mais comment est-ce qu'il faut davantage conserver pour pérenniser ces lieux de mémoire pour la génération future? Il faut simplement les entretenir. Il faut les entretenir. Et si le lieu ou bien si le site a des éléments dans un matériau spécifique, il faut de temps en temps l'entretenir. Si c'est en fer, il faut repasser une couche de peinture. Qui doit le faire? Si c'est un monument national, c'est à la charge de l'État béninois. Si c'est un monument local ou dont la responsabilité dépend d'une commune, donc c'est la commune. Comme Jennifer Sativi peut le faire aussi, puisqu'elle s'intéresse aux questions. Ah oui, ça s'intéresse. Je n'ai pas le profil nécessaire, je risque de tout gâter là-bas. Non, pas du tout. Si vous étiez un mécène, si vous avez un peu d'argent, vous pensez que tel élément du patrimoine est important, c'est intéressant aussi que des gens puissent apporter un peu d'argent pour aider les communes. Ça dit qu'on n'attend pas toujours le pouvoir public pour tout faire, qu'on ait des initiatives pour valoriser davantage, pour conserver ces lieux de mémoire. D'accord. Justement, quand tout ce travail est fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est vrai que notre élément témoin tout à l'heure nous a parlé du développement du tourisme et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut en tirer? La mémoire est d'abord l'élément fondamental de l'identité d'un individu et d'un peuple. Donc si vous ne conservez pas votre mémoire, vos traces disparaissent. Donc c'est pour notre survie même que nous devons conserver notre mémoire. Préserver notre histoire. Par exemple. Et après, s'en servir à des fins, économiques. Touristiques et autres. Une stratégie touristique autour. Voilà. Oui. Ok. Et en dehors de ça, tout à l'heure, vous parliez également du fait de classifier. Est-ce que vous pensez que tout ce qui sera recensé pourra être touristique, pourra être mis en valeur comme il faut, ou est-ce qu'il faudra recenser? Certainement la dernière question. Oui, la dernière question, quelques secondes. Oui, bien sûr. Il faudra identifier, inventorier et après classer. Quand on a classé par ordre d'importance, on choisira ce qui est à conserver ou ce qui est à conserver en urgence
et d'autres vont s'inscrire dans le long terme. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Efi-Bollet. Moi, ce que je retiens, Marcel, de cet entretien, c'est que la conservation et la mise en valeur des lieux de mémoire, la première implication, c'est de préserver notre histoire. C'est le premier intérêt avant tout ce qui est touristique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tout dit. Merci à vous, Jennifer Sakivi. Merci, Marcel, de nous avoir reçus. Apporté toutes ces informations. Et merci également à vous, Patrick Efi-Bollet, d'être venu sur ce plateau. Et nous vous souhaitons un très bon week-end et pourquoi pas une bonne fête des défunts. Merci à vous et c'était un plaisir d'être reçu par vous. Voilà, fête de tous les saints, 1er novembre, fête des défunts, 2 novembre, deux fêtes bien distinctes mais que confondent très souvent beaucoup de personnes. Dans tous les cas, les activités à caractère social et économique se créent autour de ces fêtes. Fête des saints et des défunts, quelle implication au plan socio-économique? Nous en parlons avec l'expert du jour. Voilà, l'expert du jour qui était en train de monter justement sur ce plateau. Bonsoir, Madame Marie-Florentine. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous êtes socio-anthropologue et déjà, je vous souhaite une bonne fête des défunts demain. Oui. En tant que socio-anthropologue, j'aimerais savoir tout de suite pourquoi beaucoup de personnes confondent la fête de Toussaint à la fête des défunts. Merci, Madame la journaliste. S'agit-il d'une confusion? Non. Mais il faut dire que ces deux dates, le 1er et le 2 novembre, nous rappellent quand même la dualité de l'existence qui parle de vie, parle de mort. Oui. Et donc, on ne peut parler de vie sans parler de mort. Et si cette confusion s'installe, c'est quand même deux dates bien distinctes. Okay. Le 1er qui nous rappelle la vie, la célébration de la vie, et le 2 novembre qui nous permet quand même de célébrer, de nous remémorer nos défunts. Alors, il faut peut-être dire aussi que c'est l'occasion qui est offerte à tous ceux-là qui seront dans les cimetières pour se rappeler quand même, prendre soin de leurs défunts. C'est peut-être parce que le 1er est férié, très souvent, et les gens profitent alors, la veille. Voilà, puisqu'ils ont leur journée, ils sont disponibles. Et donc, pourquoi ne pas gérer cet aspect rapidement et passer à autre chose? Et justement, autour de cette fête des saints, la Toussaint, ou pour préparer le 2 novembre, qui est la fête des défunts, on constate que beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de personnes s'adonnent à des activités de revenus économiques telles le lavage des tombeaux par exemple, la vente des fleurs, la vente des bougies. Mais tout ça, ça constitue quand même un poids pour l'économie béninoise, n'est-ce pas? Oui, absolument. De votre point de sociologue, anthropologue, comment est-ce qu'on peut apprécier l'implication de ces deux fêtes-là? Oui, il faut dire que la Toussaint et la fête des morts suscitent quand même de plus en plus d'engouement dans nos communautés. On se rend compte que il s'agit de fêtes à caractère religieux, mais le fait que ça soit annuel, ça revient à chaque fois. L'être humain du genre a profité de toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et donc, avec la célébration de ces fêtes-là, de ces événements, nous nous rendons compte que cela a des implications tant au plan économique, au plan social, que sanitaire, on peut le dire. Okay. Parce qu'il se développe autour de cette célébration des activités de commerce, commerce de fleurs, de bougies, etc. Mais également de petites activités, de petits jobs, comme vous l'avez dit, lavage de tombeaux, nettoyage du cimetière, qui implique en même temps un entretien général du cimetière, de ce lieu où nous allons laisser les nôtres, qui ne sont plus de ce monde, et qui permet en retour quand même
ces jeunes de se faire un peu d'argent. Il faut même dire que, puisque c'est annuel, cela permet aux jeunes déjà de se préparer, même aux commerçants de se préparer. Et pour l'occasion, et ils se font vraiment... Mais comment rendre bénéfique justement toutes ces activités qui se créent autour de ces deux fêtes? Comment rendre cela bénéfique? C'est vrai, on voit des fleuristes qui vendent, on voit des gens qui lavent des tombeaux et tout ça, mais si on essaie par exemple d'organiser un peu, par exemple les vendeurs de fleurs, on les met ensemble, ou bien même que le pouvoir en place accompagne par exemple à mieux développer la culture des fleurs. Vous voulez que ça devienne une activité formelle, c'est ça? C'est-à-dire autour de cette célébration, qu'il y ait des activités formelles qui soient organisées autour. C'est possible, mais cela va impliquer beaucoup de charges, puisque ce n'est pas un seul lieu retenu, ça se fait sur l'étendue du territoire. Les cimetières, c'est quand même dans chaque village. Et par exemple, quand je prends ce village et je dis ceux qui vendent des fleurs peuvent se retrouver sur ce site, par exemple. Mais ce n'est pas dans tous les villages que nous avons des fleuristes. Ouais. Ce n'est pas dans tous les villages. Mais déjà, nous savons que cette célébration impose quand même des activités ou implique des activités autour, des activités socio-économiques qui sont quand même bien cadrées au sein de la société. Ce n'est pas faire... on sait ce que cela implique. Oui, je dois me rendre sur la tombe d'un parent de fond. À moi de décider ce que je veux apporter, de la bougie, des encens, des fleurs. Bon, c'est peut-être autour des cimetières qu'on va organiser les dispositions comme vous êtes en train de le proposer. Revoir un peu la manière de faire les choses pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Oui, pour quand même centraliser. Je suis d'accord parce qu'après tout, nous sommes quand même dans un lieu où on peut être aussi exposé. C'est ça. On a tout un ensemble de corps dans ces cimetières qui sont sources peut-être de certaines maladies incurables. Alors, au-delà du volet économique, au plan social, y a-t-il aussi des profits? Oui, puisque c'est le moment où quand même on sent un regroupement de la société dans d'abord nos églises pour demander des prières, des messes d'action de grâce et tout. Et aussi, il y a une forte mobilisation au niveau de nos cimetières. Et au-delà, c'est l'occasion également de retrouvailles dans nos familles. Pour certains qui ne se sont pas retrouvés à un moment, ils peuvent profiter. Demain, c'est la fête des défunts. Dans notre famille, par exemple, on se retrouve si l'environnement nous permet. Et donc, il y a des retrouvailles. La communauté se retrouve au niveau de nos cimetières, puis un travail collectif qui se fait, un travail d'ensemble. Il est important que les autorités locales s'impliquent dans tout ce qui implique ces deux dates-là. D'accord? Et donc, autour de ces cimetières, on devait savoir que l'accès ce jour-là nous impose un certain nombre de démarches. De toutes les façons, on a fait bien le contour de la question. On retient tout simplement qu'on peut mieux organiser les activités autour de la fête de tous les saints et également de la fête des défunts de novembre demain. Merci à vous, Madame Mireille Florentine, d'être passée. On vous souhaite une bonne fête des défunts. Vous avez assez de défunts? Non, malheureusement pas. D'accord. Ou heureusement, je le dirais. Heureusement, d'accord. De toutes les façons, on vous raccompagne et on vous dit bonne fête. Merci de rester toujours fidèle à BB24. Eh bien, le dernier plateau de cette émission, c'est bien sûr Beauté au pluriel. Tout le monde aime bien paraître beau ou belle. Qui me dira le contraire? En tout cas, pas moi. Mais que faire pour maintenir son corps toujours jeune? C'est le véritable problème interne. Comment redonner vie à sa peau? Fulgencia Rontondi et son invité sont déjà dans ce studio. Ils vont nous parler davantage de quelles pratiques ou de quelles astuces utiliser pour paraître toujours jeune. Mais avant, nous allons suivre ce reportage et on revient après. Je me présente Waliat Ligali, esthéticienne de formation. Aujourd'hui, nous recevons une cliente sur laquelle nous allons faire un soin coup d'éclat. Nous allons nettoyer le visage de la cliente correctement
à l'aide d'une mousse nettoyante, d'un démaquillant, de la brosse nettoyante, d'une lingette et des cotons démaquillants. Nous allons passer à la deuxième étape qui va dégager le visage de toutes les impuretés, c'est-à-dire les dégager des comedons à travers le tire-comedon et l'extracteur de comedon. Avant, nous allons ouvrir les pores du visage de la cliente à travers l'application d'une serviette chaude sur son visage. Nous passons à la troisième étape qui est celle du gommage qui va nous permettre d'éliminer les cellules mortes. Nous passons à la quatrième étape qui est l'application du premier masque à base de café et d'argile verte. Nous l'appliquons. Alors, nous allons passer au deuxième masque qui est composé de poudre de riz, de curcuma, de carottes et de citron. Alors, nous allons nettoyer le visage avec deux lotions. La première qui est du vinaigre de cidre dilué avec de la vitamine E. Et la deuxième lotion à base d'eau de rose qui est riche aussi en vitamine E. Et ensuite la crème hydratante à base d'aloe vera. Mes impressions par rapport à mon soin, je vais dire que déjà au toucher, ma peau elle est très lisse. Et les bonnes odeurs qui ont accompagné ce soin, franchement, m'a vraiment beaucoup détendue. Alors, nous sommes au terme de notre séance, de notre soin de visage 100% naturel. La peau, le visage de notre cliente a été renouvelé à travers toutes ces étapes-là. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous. Merci également à vous, Fulgencia Ntondi, d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Marshall. Vous étiez au salon d'Institut de beauté, c'est ça? Oui, j'y étais. Vous vous êtes fait un soin de visage aussi? Oui, oui, je l'ai fait. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et avec vous ce soir, Malik Jody, c'est ça? J'ai bien prononcé? Exact. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes kinési-esthéticien. Non, kiné-esthéticien. Ah, tant pour moi, kiné-esthéticien. Merci Exact. beaucoup d'être avec nous ce soir pour parler quand même de teint terne, comment redonner vie à sa peau, n'est-ce pas, Fulgencia? Oui, tout à fait. Vous aviez dit, il y a certaines personnes, elles sont prêtes à débourser une fortune pour avoir un teint lumineux. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons invité notre kinési-esthéticien. Il répond au nom de Malik Jody. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, comment reconnaître un teint qui est terne? Tout simplement que ce teint n'est pas... On ne s'attarde pas à regarder ce teint. Il est terne, il n'attire pas. Ok? Il n'attire pas. C'est un teint, excusez-moi, entre guillemets, un teint qui paraît un peu sale. Votre teint, il est comment? Oh là là. Moi, j'ai un teint foncé. C'est à vous de me dire si vous vous y plaisez à le regarder ou pas. Bon, de point de vue simple citoyen, ça me plaît. Maintenant, de point de vue kiné, esthéticien, je ne sais pas. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener une peau à ne plus briller? Tout simplement le manque d'entretien. Lorsque vous n'entretenez pas votre peau, il est évident qu'il y aura des conséquences. Quand un enfant ou une personne ne prend pas sa douche régulière, il y a déjà un problème. C'est ça. La qualité de la peau ne sera pas intéressante. Mais est-ce qu'il y a une manière de le faire? Ben bien sûr, déjà la douche quotidienne, c'est déjà un premier pas. Ensuite, le second pas,
c'est de se rapprocher d'une professionnelle, une esthéticienne ou un esthéticien pour avoir les conseils et faire les soins qu'il faut. Et quand vous avez reçu les conseils, elle vous oriente dans l'achat de vos produits, elle vous oriente dans le choix des produits naturels, elle vous donne les conseils qu'il faut et chez vous, entre deux rendez-vous, vous faites ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de peau. C'est l'heure du journal, je vous retrouve juste après. Alors, vous avez parlé de produits cosmétiques. Alors, comment choisir ce produit-là? Alors, le produit cosmétique ne se choisit pas au hasard. Il faut d'abord connaître son type de peau. Quel est votre type de peau? Et c'est votre esthéticienne qui vous le dira. Et c'est en fonction de cette information que vous allez pouvoir acheter vos produits cosmétiques. Donc, il faut forcément une consultation. Il faut savoir. D'accord. Et heureusement, sur les emballages, on met souvent destiné à tout type de peau, destiné à une peau grasse, ou destiné, voilà, etc. Mais il faudrait quand même qu'on attire l'attention de nos téléspectateurs. Lorsqu'on parle de teint lumineux, ce n'est pas se décaper la peau quand même. Ah ben ouais. Se décaper la peau, ça c'est autre chose. D'ailleurs, on le combat. Ce n'est pas intéressant pour sa propre santé. Parce que généralement, ça marche pour un temps. Et après, on est confronté à d'énormes problèmes. Mais aujourd'hui, il y a une panoplie de personnes qui vous disent, voilà, prenez tel savon, votre teint va redevenir à la normale, vous allez briller. Est-ce que c'est conseillé? Comment faire pour savoir si on est vers la bonne personne? Déjà, l'adresse de la personne, si vous connaissez l'adresse, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est une esthéticienne qui a été formée, une esthéticienne qualifiée? Ou si c'est une passionnée qui a des informations? C'est à vous de le savoir, moi je ne sais pas. Mais de toute façon, si vous avez contact avec un professionnel ou une esthéticienne, ça c'est sûr que la démarche sera particulière par rapport à la démarche qu'aurait utilisée une personne qui n'a pas été formée. Voilà. Alors donc, quand on vous dit prenez tel produit, certainement celle qui n'a pas été formée l'a utilisé, elle a peut-être vu des résultats sur elle et elle pense que ça pourrait avoir les mêmes résultats sur votre peau. Attention, c'est possible, tout comme ça pourrait ne pas être possible, parce que vous, c'est pas elle, c'est pas vous. Donc il faut agir aussi en fonction de la couleur de sa peau. Du teint, oui, la couleur de sa peau et du type de peau. Moi, de vos besoins. Ce qui décourage souvent, c'est quand vous vous rendez dans les salons de beauté ou bien dans les instituts de beauté où vous demandez le prix d'un soin de visage et que vous vous rendez compte que, bon, c'est votre loyer en quelque sorte. Est-ce que la cherté ou bien le coût élevé autour justement des soins corporels, soins de visage, etc., ou bien même des produits qu'on utilise n'est pas aussi un facteur de... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais ça ne dépend pas de celle qui a ouvert son institut. Il faut bien que ce soit rentable. Oui, mais pourquoi ces produits coûtent souvent cher? Et madame, d'abord, ça relève du luxe. L'esthétique, c'est d'abord du luxe. Et le luxe a un prix. Donc pour avoir une belle peau ou un bon teint, mais moi, je me demande... Si vous... Pas ça. Parce que de façon traditionnelle, on connaît des choses. On sait faire des choses à la maison. Au village, quand vous y allez, il n'y a pas d'institut de beauté. Pourtant, vous voyez de belles femmes, de belles jeunes filles. Dites-nous ce qu'on peut faire. Mais voilà, il y a des choses traditionnelles. Elles sont peut-être au courant ou peut-être que de façon génétique, elles ont hérité d'une belle peau des parents. Et elles ne font rien par rapport à l'entretien. Alors, Monsieur Malik de Jodi, alors dites-nous, comment faire? Si l'on a déjà une peau qui est sale, que vous avez qualifiée de sale, comment faire pour la rendre lumineuse? Voilà. J'ai dit tantôt qu'il faut prendre sa douche. L'esthétique aussi, c'est d'abord de l'hygiène. Prendre sa douche quotidienne. Et prendre sa douche quotidienne, comme on parlait du village, au village, qu'est-ce qu'on utilise?
Ma grand-mère utilise souvent son savon Cotola. Son savon coton, pas seulement le savon coton. Mais l'éponge, là. L'éponge végétale. C'est vrai. Ça n'a pas... On utilise aujourd'hui les gants de toilette, on utilise aujourd'hui les filets chez nous en Afrique. Bon, oui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne vaut pas... Tant de choses à la douche. Ça ne vaut pas le técan, ça ne vaut pas l'éponge végétale. La preuve même, aujourd'hui en esthétique, on utilise quelque chose qu'on appelle le loofah. Ça vient d'une espèce végétale rampante au village. C'est une plante qui rampe sur les arbres ou le toit des cases. C'est une variété de courge cylindrique qu'on cueille quand c'est sec et on l'utilise pour se laver. Mais nous savons qu'il y a des produits aujourd'hui qu'on peut utiliser, qu'on utilise dans notre cuisine, qui peuvent quand même nous aider à rendre notre peau. Il y a des produits, tout comme par exemple dans le reportage que vous avez fait, on a parlé du curcuma, de café, du citron. Voilà, ce sont des choses qu'on peut effectivement utiliser. Mais il faut savoir l'utiliser aussi. Il faut savoir l'utiliser. Si vous permettez, je parlais des éponges. Avec l'éponge, quand on prend notre douche quotidienne, tout doucement, on fait ce qu'on appelle le gommage du corps. Le gommage du corps, quel est son but? C'est de séparer la peau des cellules mortes, de rafraîchir la peau. Donc déjà, chez nous, traditionnellement, tout le monde le sait, on le fait. Mais on ne dit pas que c'est du gommage qu'on est en train de faire. Alors en institut, quand vous venez, si on prend un gommage à caractère mécanique, c'est du gommage dans lequel il y a des grains ou des broyats de noyaux, de quelque chose qu'on utilise pour frictionner la peau. Donc, c'est pour débarrasser la peau des cellules mortes. Et quel est l'intérêt de la chose, madame, si vous permettez? C'est que si vous débarrassez la peau des salissures, des impuretés, des cellules mortes, la peau est fraîche et elle est prête à recevoir ce que vous voulez lui apporter. De toutes les façons, nous allons retenir quelque chose, c'est que pour prendre soin de son corps, il faut commencer par se laver correctement. Je sais, on t'en dit, c'est la leçon à nos racines. À nos racines, utiliser nos éponges. Voilà. On a tellement dit, on a donné assez d'astuces que pour avoir désormais un corps propre ou bien pour avoir une beauté quand même plus agréable, il faut commencer par vous laver. Lavez-vous tout simplement. C'est sûr que vous allez retrouver un peu de... Le temps ne nous le permet pas. C'est sûr que nous allons vous recevoir. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup à dire. C'est pas grave. Vous allez revenir pour le dire. Le plateau sera toujours là pour vous recevoir. Pourquoi pas, la semaine prochaine. Oui, je prends rendez-vous en même temps. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à apporter. Alors, monsieur Malik Djodji, voilà, kinésio-esthéticien, je vous souhaite tout simplement un bon week-end. Merci. Et une bonne fête des défunts. Bonne fête de la Toussaint, c'est ça? Défunts, Toussaint, c'est déjà aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et alors, Figensia, on t'en dit merci également à vous. Oui, merci Marshall. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le grand rendez-vous de ce vendredi 1er novembre est à présent terminé, mais la tradition sur cette émission nous oblige à partager avec vous une citation. Celle du jour dit ceci: les morts sont des invisibles, mais non des absents. Les morts sont des invisibles, mais non des absents. C'est une citation de Victor Hugo et c'est bien sûr sur cette citation que je vous dis merci de nous avoir suivis. Le grand rendez-vous de ce vendredi, c'est à présent terminé, vraiment terminé. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien.